théorie, instruments et méthodes liées à la durabilité. Team va être un projet dans lequel on va débattre d'interdisciplinarité en relation avec la durabilité. Donc la conférence est une partie d'un projet plus vaste. Cette année, nous allons avoir un cycle de conférences et l'année prochaine, une recherche interdisciplinaire collaborative qui prendra la forme d'un camp, à la suite de conférences qui seront thématiques cette année. Donc cette année, nous avons prévu 7 modules de conférences. Le module pouvant, dans certains cas, donner lieu à plusieurs conférences, et chaque module étant l'occasion de confronter des approches ou des champs disciplinaires un peu différents qui présentent sous un angle qui nous paraît intéressant un certain nombre de similitudes. Donc aujourd'hui, nous avons la séance inaugurale la plus globale qui va poser les grands enjeux épistémologiques. Et lors des séances suivantes, nous aborderons des questions de méthode de façon beaucoup plus explicite. Par exemple, comme vous le voyez, nous aurons une séance sur la modélisation, une séance sur les pratiques de terrain, une séance sur la façon de penser le système de production comme un écosystème, et des séances sur les instruments, sur les outils pour l'action, qui seront autant d'occasions de croiser des approches et de les faire dialoguer. Donc l'idée étant, à l'issue de ce cycle, de s'être constitué une culture commune et interdisciplinaire, d'avoir pris la mesure d'un certain nombre de problèmes, de questions, d'enjeux soulevés par la recherche interdisciplinaire en relation avec la durabilité, de façon à pouvoir aborder la recherche collaborative sous la forme de camps que j'évoquais tout à l'heure. Alors ce projet est soutenu par le programme et le réseau Durabilité à l'université, et je vais laisser Delphine Dousseau, qui est adjointe à la direction durabilité, nous dire peut-être quelques mots de la durabilité à l'UNIL avant de laisser la parole aux intervenants, si vous voulez bien. Alors, bienvenue à tous pour cette séance inaugurale. Donc, moi, je m'appelle Delphine Dousseau, je suis adjointe du vice-recteur Benoît Frein, qui a pour charge de s'occuper des questions de durabilité sur le site de l'UNIL. Donc, je pense que mon introduction va consister à brièvement rentrer dans le contexte team, notamment au niveau de son financement. Donc en 2012, la direction de l'UNIL a été informée par la CUS, la conférence universitaire suisse, d'un de ses programmes qui est nommé Sustainable Development at Universities et qui a pour objectif de renforcer le positionnement et les compétences des universités suisses dans le développement durable. Donc ce programme il s'articule principalement autour de 2 outils, la mise en place d'un Sustainability Day qui est annuel et puis porté donc chaque année par différentes universités, et le lancement d'un programme de subventionnement de projets liés à la durabilité de 3 natures: projets de recherche, projets d'enseignement et projets étudiants. Et puis donc ces projets devaient être porteurs d'une très grande interdisciplinarité et devait aussi notamment promouvoir les collaborations interuniversités en Suisse. Donc la direction de l'UNIL a été très motivée par ce programme de subventionnement qui s'alignait totalement dans sa politique de durabilité, qui avait aussi pour but de promouvoir la durabilité dans la recherche. Donc du coup, elle a fait part à ses chercheurs de cet appel à projet qui a été lancé à 2 reprises, une fois en 2013 et une fois en 2014. Les projets présentés de l'UNIL ont été généralement bien reçus parce que sur 7 projets présentés, il y en a eu 6 qui ont été donc acceptés, dont le projet TEAM qui remplissait parfaitement notamment ces critères d'interdisciplinarité et de collaboration universitaire intercantonale.
Donc je profite aussi de l'occasion pour vous rappeler ou pour en fait vous informer aussi qu'il y a un troisième appel à projet qui est fait et dont la deadline est fixée au 1er décembre. Et puis, je pense que c'est tout pour le contexte. Je laisse un peu la scène au vif du sujet et aux intervenants. Merci beaucoup. Donc, d'un point de vue pratique, chacune des séances sera organisée de la façon suivante. On va avoir 2 interventions l'une après l'autre. Après chaque intervention, qui vont être relativement conséquentes, de 45 à 50 minutes, nous aurons un temps pour les questions portant spécifiquement sur l'intervention. Et après les 2 interventions, nous aurons un temps de discussion plus large qui aura essentiellement pour objet de resituer l'ensemble de la séance dans ce qui est la problématique d'ensemble de notre séminaire, donc autour de questions d'interdisciplinarité, de pratique de l'interdisciplinarité, d'enjeux théoriques et méthodologiques liés à l'interdisciplinarité, le tout dans un contexte de recherche sur la durabilité et sur les questions environnementales. Nous aurons une courte pause qui sera l'occasion de prendre un café et qui sera aussi l'occasion peut-être pour vous de voir les quelques ouvrages que nous ont apportés nos invités. Donc je ne sais pas si ce sera possible de les feuilleter à ce moment-là. Non, c'est interdit. Interdit. Donc on pourra les observer de loin, les admirer, les vénérer, mais pas s'en approcher. L'idée aussi de ce séminaire, c'est de se constituer une liste d'ouvrages de référence quand on s'intéresse aux thématiques qui sont les nôtres. Donc à chaque séance, on va essayer de regarder quelle est l'actualité éditoriale de nos invités et puis qui nous présente un peu leurs écrits du moment. Voilà, sans transition, on va passer à la présentation de Dominique Pestre, donc qui nous fait le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce cycle de conférences. Dominique Pestre est directeur d'études à l'EHESS à Paris, à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a une formation de physicien et d'historien. Il s'intéresse aux pratiques scientifiques et à l'histoire politique et sociale des sciences. Et il va nous parler à partir d'un ouvrage. Je sais que ce sera l'occasion de développement plus large, mais son propos va partir d'un travail qu'il a réalisé sur Hertz et sur l'administration de l'approche des Hertz. Que je laisse donc présenter de minutes. Bien, donc c'est disons, je dois faire une remarque préliminaire, c'est que ce que je vais dire ne porte pas sur la durabilité, vu la demande que m'avait faite Valérie. C'est-à-dire que c'est plutôt dans le cadre de ce séminaire une conférence relativement préliminaire sur qu'est-ce que c'est dans les sciences, faire preuve, convaincre quelqu'un, qu'est-ce que c'est croire à quelque chose, qu'est-ce que c'est un fait, comment ceci s'établit. Et les énormes ambiguïtés qui sont toujours aux alentours de tout énoncé de science, tout énoncé de savoir dans lequel vous en avez, vous, que ce soit des modèles, que ce soit de tout ce que vous voulez, vous serez confronté de toute façon à ce qui va m'occuper ici. Et donc, lorsque nous avions parlé de ça, c'est vrai que j'ai eu l'idée de reprendre ce travail que j'avais fait autour de Hertz, dans la mesure où, au moment où je l'avais fait, c'est vrai que je travaillais beaucoup sur les pratiques de physiciens à cette époque-là. Maintenant, je travaille sur des choses beaucoup plus larges. Mais ça a un intérêt majeur, c'est qu'au fond, plus vous prenez, on pourrait dire, c'est dans l'ordre pédagogique, plus vous prenez une science hard, je dirais, c'est-à-dire vraiment la physique la plus théorique de la fin du 19e siècle, par exemple, et plus la qualité de la démonstration que vous faites, si vous prouvez là-dessus tout ce que je vais vous prouver, alors, a fortiori, ça va s'appliquer aux sociologues, par exemple. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si vous le démontrez sur le cas le plus dur, il s'applique. Donc il y a un peu quelque chose de cet ordre. Donc ce que je vais faire, c'est quelque chose de relativement simple. Je vais, pendant une demi-heure, vous raconter l'histoire. Je vais vous la raconter, c'est une histoire, je vous la raconte. Et puis ensuite, nous prendrons 10 minutes, un quart d'heure pour commenter ce qu'on peut en tirer.
d'accord, qui sont des choses que vous connaissez, j'imagine, tous plus ou moins, mais enfin, les remettre pour une fois en forme en début de ce séminaire me semblait intéressant. Excusez-moi. Voilà, donc, l'objet, donc je pars d'un cas simple, hein, c'est le cas de, c'est pas la manière, c'est pas la manière dont Hertz administre ses preuves qui m'intéresse, c'est la manière dont il administre ses preuves, mais la manière dont tous les autres les lisent. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est bien l'acte collectif qui fait qu'on se convainc ou pas que quelque chose tient la route, est scientifique. D'accord ? C'est bien ça qui m'intéresse. Donc, c'est la circulation des preuves et la circulation des critiques. C'est ça qui est l'objet de ce travail. En fait, le titre du livre est trompeur. Quand je l'avais remis au pub, j'avais dit l'administration des preuves, et puis il y avait un autre, il y avait deux choses, il y avait l'administration et la circulation des preuves, ou l'évaluation des preuves, et puis c'était trop long comme titre, donc ils ont gardé l'administration. Mais vous savez, les éditeurs ont parfois des actes qu'on peut réprouver intellectuellement. Enfin bon, c'est eux qui font la page de l'ouverture. Donc ici, ce que je vais faire, c'est réfléchir sur les pratiques de science en général, à partir d'un cas particulier, surtout montrer sa complexité, en quoi c'est extrêmement complexe ce qui advient, insister sur les dimensions matérielles de l'activité scientifique, vous allez voir que c'est très très concret, d'accord, et les dimensions, on va dire, sociales et culturelles qui sont impliquées dans les exercices d'interprétation qui sont donnés. Et vous verrez qu'ici c'est extrêmement net. Ensuite, ce que j'aimerais regarder plus particulièrement, c'est comment on établit les faits, comment on les dénomme comme faits, la manière dont on constitue les données et qu'est-ce qu'on définit comme données, et les preuves qu'on met en avant et comment on les définit comme preuves. Et puis, je reviendrai donc à chaque fois sur les controverses et les débats, parce que à chaque fois que quelqu'un énonce un fait, énonce une preuve, donne une série de données, il est extrêmement rare qu'il n'y ait pas quelqu'un qui les conteste, et on va essayer de comprendre pourquoi, c'est tout à fait banal. Et la question devient ensuite, est-ce qu'on se met d'accord ou pas? Et par quel processus on arrive à... Alors, si on veut une formule dure, on va dire comment on en arrive à se mettre d'accord, ce qui, je crois, est extrêmement rare, n'arrive à peu près jamais, mais comment on en vient à évacuer le différent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que se mettre d'accord. Voilà en gros ce que je me propose de faire. Alors, il me faut quelques minutes, ne vous inquiétez pas, il me faut, comme toujours lorsqu'on travaille sur l'analyse de la fabrication d'un fait, d'une preuve, etc., on est obligé de rentrer dans le détail de la chose, sinon on ne peut pas comprendre. Donc il va falloir rentrer dans un certain détail. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, je sais que vous n'êtes probablement pas physicien et je vous le pardonne, mais il faut quand même avoir un minimum de sens de où ça pose problème, parce que sinon on ne comprend rien de l'histoire. Alors, donc je vous ai amené, j'ai ramené une photographie, voilà le dispositif initial de Hertz, je vais vous le commenter dans quelques minutes. Vous voyez, nous sommes à la fin du 19e, vous avez des tables en bois, vous avez ces énormes boules de cette taille à peu près, qui sont des boules de ferraille. Bon, alors qu'est-ce que fait Hertz? Hertz, il a un dispositif, vous voyez derrière, c'est un générateur de courant, d'accord? Et le courant est transporté sur ces deux grandes boules métalliques qui se chargent d'électricité. Tout simplement, c'est banal, c'est de l'électrostatique. Mais à partir du moment où elles deviennent en surcharge, entre les deux ici, vous voyez, vous avez un conducteur avec deux petites boules, et évidemment, la tension augmente entre les deux boules, et au bout d'un moment, paf, ça fait une étincelle. Hein, vous avez un claquage qui opère, d'accord? Et tant que vous chargez l'appareil, ça n'arrête pas de faire des étincelles, d'accord? Alors, l'hypothèse de Hertz va être, l'étincelle, pour moi, c'est une décharge de courant, et cette décharge de courant émet une onde électrique. D'accord? C'est le moment de l'émission, comme si vous jetiez le caillou dans l'eau, pouf, pouf. À chaque fois que le caillou tombe, vous avez une onde qui est émise. Eh bien, l'étincelle est le signe de l'émission d'une onde. D'accord? Ça, c'est son hypothèse de travail. Alors, problème, si c'est une onde, comment je la détecte? Alors, il y a d'autres, je vous avais ramené une planche que j'ai trouvée au Deutsches Museum. Ça, c'est, vous voyez, le dispositif. Les étincelles sont émises ici. L'onde est émise ici, selon Hertz, hein, c'est bien ça qu'il raconte comme histoire. Puis ça, ce sont des détecteurs. Vous avez des structures en bois et dessus, vous avez des fils électriques. On ne voit pas bien, c'est très mauvais ici, mais là, vous avez un fil électrique avec à nouveau deux petites boules comme ici. Et donc, ce que dit Hertz, c'est je mets un petit machin comme ça au loin,
Et quand l'onde qui est émise traverse mon petit machin, ça induit un courant et pof, ça fait une petite étincelle. Donc je peux détecter le passage de l'onde par des petites étincelles. Donc ça, c'est la chose importante. D'un point de vue phénoménologique, c'est quelqu'un qui détecte des étincelles, fait faire des petites étincelles, et qui va faire des mesures de distance entre ces étincelles. Voilà ce qu'il va faire. D'accord? Et s'il fait ça, il va démontrer ou pas ce qu'il cherche à faire. Alors, comment font les physiciens? Ce qui l'intéresse dans cette affaire, c'est s'il y a une onde, à quelle vitesse elle se promène. Parce qu'il y a la grande théorie de Maxwell, et Maxwell a dit que ces ondes, elles devaient se déplacer à la vitesse de la lumière. C'est toutes des ondes électromagnétiques. Et donc, on connaît la vitesse de la lumière, on l'a déjà mesurée. Est-ce que ici, c'est la même vitesse? Et le système, en général, qu'utilisent les physiciens pour mesurer les vitesses, c'est en gros quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un extrait du livre et des graphiques qui sont dans le livre. Ici, vous avez à nouveau votre petit générateur. C'est plus des boules, c'est des plaques. Ça revient au même. Je vous en prie. Vous avez, en fait, ce que font les physiciens, ça se passe dans une grande salle comme ça. Ici, vous avez votre dispositif. Il émet une onde. Contre le mur du fond, vous mettez un miroir qui réfléchit, c'est-à-dire une plaque de zinc. L'onde va là-bas, elle est réfléchie. Et vous vous arrangez pour que l'onde qui va et l'onde qui revient se superposent. Et donc à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle des ondes stationnaires, c'est-à-dire l'onde qui avance et l'onde qui revient. À certains endroits, elles sont en phase et vous avez une grande étincelle, ou alors elles sont juste en opposition de phase et il n'y a plus d'étincelle parce que les deux courants s'appellent. Et en fin de compte, vous avez donc des points dans lesquels vous n'avez plus d'étincelle. Et là où vous n'avez plus d'étincelle, si vous arrivez à en mesurer un là et un là, eh bien, en mesurant cette distance entre ça, vous avez ce qu'on appelle la demi-longueur d'onde, et avec ça, vous allez pouvoir, quand vous avez mesuré cette longueur, déduire la vitesse à laquelle l'onde se déplace. Voilà en gros, vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, mais voilà en gros ce qu'il fait. D'accord? Alors concrètement, disons, il va faire tout ça et il va publier 2 articles en 1889. Il va faire une fois l'expérience le long dans un fil, j'en parle pas aujourd'hui, on en parlera une seconde tout à l'heure, puis il va le faire dans l'air, c'est-à-dire ce qui est beaucoup plus spectaculaire, c'est-à-dire dans l'air, il émet, il revient. Et il publie l'article, les résultats de cette équation-là, il dit la vitesse de propagation de ces ondes est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Voilà ce que publie l'article, et donc, voilà, ça c'est un effet de choc. Si ça avait existé, il aurait eu le prix Nobel. Mais ça n'existait pas, il l'a pas eu, il est mort avant. Voilà, donc en gros, le schéma est celui-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que... donc j'étais un peu... Alors, ce qu'il faut bien que vous réalisiez, c'est que la matérialité des choses. C'est-à-dire que pour faire quelque chose comme ça, vous travaillez dans le noir le plus absolu, parce que les étincelles ne sont pas grandes. Hein. Quelqu'un comme Hertz, il pourrait écrire un roman sur qu'est-ce que c'est une étincelle. Une étincelle, ça a une odeur. Au bout d'un moment, on connaît l'odeur de l'étincelle. Elles ne sont pas toutes pareilles, elles ne sont pas les mêmes couleurs. Il y en a des plus bleues, des plus rouges, elles sont plus ou moins grandes. Enfin, il y a toute une phénoménologie des étincelles. Et ça, c'est son savoir-faire. Et ça lui dit énormément de choses sur ce qui est en train d'advenir. Il ne s'agit pas simplement d'une étincelle. On voit bien que, après des années de travail, il a une connaissance matérielle, physique, embodied, de qu'est-ce que c'est l'étincelle. Ça fait du bruit, l'étincelle. Ça claque plus ou moins. Ça donne une idée de l'intensité. Enfin, il y a des tas de choses. Il est capable, corporellement, de dire beaucoup de choses sur les étincelles. Ça se passe dans le noir, donc ça demande aussi, par exemple, des dispositifs physiques extrêmement compliqués pour se déplacer. Vous êtes complètement dans le noir, hein, parce qu'il faut faire des mesures dans le noir. Donc comment vous faites des mesures dans le noir? Alors, je ne vais pas vous raconter tous les dispositifs matériels qu'il met en place. Quand avec son détecteur, il a l'impression qu'ici, il n'y a plus d'étincelles, comment il pose des signets blancs par terre, sur des tables, puis ensuite, quand il va rallumer, il va faire ses mesures. Il y a toute une pratique extrêmement complexe et sophistiquée. Bon, en tous les cas, je commence mon histoire au moment de la publication de l'article, c'est-à-dire nous sommes en mai. En mai, l'article est publié. D'accord? Alors, quels sont les premiers à se saisir de cette affaire? Eh bien, ce sont évidemment les théoriciens maxwelliens qui sont en Angleterre. Et pour eux, ils découvrent, l'article est découvert par l'un d'entre eux qui s'appelle Fitzgerald, qui est prof à Dublin, qui est un des grands théoriciens maxwelliens.
et il est en vacances, et il envoie d'ailleurs une petite carte à Hertz qu'il ne connaît pas, et il lui dit, mais vraiment, vous avez fait l'expérience du siècle, c'est formidable, vraiment, c'est un génie. Bon, alors, si on comprend, qu'est-ce qui se passe avec les Maxwelliens britanniques? C'est pas très difficile. Un bon théoricien, c'est le cas des Maxwelliens, mais ce sera le cas d'Einstein, ce sera le cas de tous les théoriciens de la théorie quantique, etc. S'il y a une chose qui prouve, c'est la théorie. La théorie est la chose importante. Autrement dit, la cohérence de la théorie maxwellienne est telle qu'un théoricien, la meilleure preuve qu'il ait de la vérité de la théorie maxwellienne, c'est sa cohérence. Autrement dit, pour eux, il n'y a pas tellement de doute, il n'y a pas de doute du tout, qu'un jour ou l'autre, on va montrer que Maxwell avait raison. Et ce que fait Hertz, c'est précisément de montrer pour la première fois que Maxwell a raison. Et qu'est-ce qui est le fondement? C'est qu'il a réussi à créer une onde électrique. Tant que vous ne l'avez pas créée, vous pouvez pas... Il y a la théorie qui dit que si vous la créez, elle va avoir cette propriété. L'énorme force de Hertz, c'est qu'il a inventé un système, c'est à la limite, vous le comprenez bien, c'est presque toujours le cas, c'est plus une invention qu'une découverte, ou c'est au moins autant une invention technique qu'une découverte. Il faut d'abord que vous créiez le phénomène pour pouvoir, dans les sciences physiques, c'est souvent le cas, avant de pouvoir l'étudier. Il faut d'abord le faire, et ensuite vous l'étudiez. Vous créez un laser, il n'y a pas de lumière laser, vous la fabriquez, et à ce moment-là, vous vérifiez votre théorie de la lumière cohérente. D'accord? Donc, et évidemment, ce que disent les Maxwelliens, c'est, écoutez, c'est ce qu'ils appellent, parce que les physiciens adorent cette expression, c'est l'expérience cruciale, c'est l'expérience qui départage les théories. Ça prouve que Maxwell avait raison et que les Allemands avaient tort, Helmholtz avait tort, Poincaré avait tort. C'est Maxwell qui avait raison. Alors c'est aussi une victoire nationale, hein. C'est pas grave. C'est pas mon point. Alors ce qui frappe quand on les regarde entre l'été et pendant un an, disons entre mai 89 et mai 90, ce qui frappe dans cette affaire, c'est que jamais les Britanniques ne vont refaire une expérience de Hertz, soigner et faire une mesure. Ils ne vont pas le faire. Alors, à nouveau, on peut le comprendre assez facilement. C'est tellement évident que Hertz a raison, puisque la théorie l'avait prévu. À quoi ça sert de refaire une mesure? Parce qu'elle est évidente, il l'a faite, c'est bien, on le sait, il n'y a pas de problème. Ce qui est un point important, c'est-à-dire que celui qui, a priori, est convaincu d'un fait, et là, nous sommes bien dans ce cas, ils sont théoriquement convaincus de la preuve expérimentale, en conséquence de quoi, la preuve expérimentale n'est pas soumise à la question. Elle est prise telle qu'elle est. Et ça, c'est un fait général. Celui qui est convaincu n'a pas besoin de refaire la preuve. On est convaincu théoriquement, donc on n'a pas à refaire l'expérience. D'accord? Par contre, il faut quelque chose qui est extrêmement intéressant pour nos affaires. Et quand on parlera de l'environnement, de la durabilité, etc., c'est encore plus évident. Mais vous voyez, c'est même dans les sciences les plus dures comme celle-là, c'est évident. Qu'est-ce qui fait l'activité des Maxwelliens pendant un an? Ça consiste à faire des expériences publiques. Vous pouvez dire, ils sont au laboratoire. Non. Il y a des laboratoires, mais il y a aussi un espace public. Ils le savent et ils vont passer une grande partie de leur temps à faire des expériences en public pour des publics cultivés, les publics de gentlemen de Manchester, de Londres, à la Royal Institution, etc. C'est-à-dire qu'on fait des montages spectaculaires d'expériences. Alors, vous allez dire, bon, alors, mais ça, c'est ce qu'on appelle de la popularisation. Pas seulement. C'est que, ce faisant, vous apprenez les savoir-faire, ce faisant, vous développez des technologies beaucoup plus raffinées. C'est pas simplement montrer. Pour montrer à un public, vous comprenez, si vous montrez à un public, vous ne pouvez pas faire l'expérience de Hertz dans le noir. C'est pas possible. Il va falloir mettre en scène l'expérience autrement. Alors, on va utiliser des tas de systèmes. Boltzmann, à Vienne, fait des trucs absolument extraordinaires avec des écrans qui tournent, et les lumières sont projetées. C'est absolument magnifique. C'est des spectacles. D'accord? Et c'est plus que ça. Donc, c'est l'avantage du spectacle, c'est pas simplement de la popularisation, c'est un moyen énorme d'avancée technologique. D'accord? Et en même temps, c'est aussi un moyen de se convaincre soi. Et plus, en fait, les publics sont larges à être convaincus, et plus votre preuve porte. C'est-à-dire que, même en physique, c'est très important que des publics larges, non physiciens, soient convaincus par votre preuve, parce que ça vous renforce dans la communauté. Bon, rien de très extraordinaire avec ça.
c'est assez banal, je continue. Alors, il y a un dénommé J.J. Thomson, qui est un grand maxwellien, qui a la chaire de Maxwell à Cambridge. Il va faire une correction, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais pour des questions de temps, c'est le premier à refaire une mesure, 1 an après la publication de l'article. Mais en fait, la chose importante, elle opère à Genève. À Genève, il y a deux jeunes gens, un dénommé Sarrazin et un des grands héritiers de la famille de Larive, qui décident de refaire l'expérience de Hertz. Et eux, dans la mesure où ils n'ont pas d'enjeu dans cette affaire, ils sont relativement jeunes, si vous voulez. Sarrazin est un constructeur d'instruments. De Larive, il serait ce qu'on appellerait maintenant un postdoc, comme un jeune garçon. Et il décide que c'est une magnifique expérience, personne ne l'a refaite, on va la refaire. Donc ils s'écrivent à Hertz, enfin comment vous avez fait, alors il raconte tous les petits trucs, comment on fait, etc. etc. C'est intéressant que Hertz leur envoie ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire son modèle d'expérience. Nous savons très très bien, nous, que c'est pas ce qu'a fait Hertz. C'est-à-dire il leur envoie ce que, 1 an plus tard, il pense qu'il aurait dû faire s'il avait su à ce moment-là. Et il leur dit, c'est ça que j'ai fait, mais c'est pas ce qu'il a fait, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, alors, comme on a les papiers, on voit tout ça. Ça aussi, c'est normal. Quand un scientifique avance sur quelque chose, si vous avez compris aujourd'hui, si j'ai compris aujourd'hui quelque chose de ce que j'ai fait il y a 3 mois, et que vous me dites, je voudrais refaire ça, je vais vous raconter comment il faut le faire, tel que je pense que c'est bien de le faire maintenant, évidemment. Vous comprenez que ce n'est pas de la tromperie, c'est qu'on est toujours en mouvement vers l'avant. Bon, donc, les Genevois font ça. Alors, je vous donne en gros, parce que ça, c'est assez spectaculaire. Je simplifie un peu, parce que la première expérience n'a pas eu lieu là, mais la seconde a eu lieu là. Pour ceux qui sont de Genève, ils reconnaissent peut-être l'intérieur du bâtiment des forces motrices. D'accord ? Le bâtiment des forces motrices est alors vide, il vient juste d'être terminé, on n'a pas encore installé les machines, et on utilise cet espace pour faire l'expérience. La raison, c'est que c'est un grand espace. D'accord ? En gros, une longueur d'onde, c'est 10 mètres à ce moment-là. C'est-à-dire, il vous faut, si vous voulez mesurer une longueur d'onde, il faut 20 mètres. Donc, il ne pouvait pas faire ça dans cette pièce. Hertz avait fait ça, il faisait des expériences, Hertz, pendant les vacances scolaires, dans le gymnase de l'université de Karlsruhe, parce que dans son labo, il n'y a pas de place. D'accord ? Donc là, le bâtiment est libre. Vous voyez, il faut qu'ils travaillent dans le noir. Donc, ils ont construit une structure en bois, fermée. Ça, c'est le réflecteur d'onde. Le générateur d'onde, il est là. Évidemment, l'onde, elle traverse les murs. Hein. C'est pas, vous êtes au courant, votre radio, vos ondes, elles traversent les murs. Vous savez ça. Donc, c'est pas gênant. Le générateur peut être à l'extérieur. Et puis là, il y a un petit dessin dedans avec le détecteur. Et il regarde, est-ce que le plan est horizontal, vertical, en travers, etc. Bon, et il fait l'expérience là. D'accord ? Et puis vous avez le petit dessin du générateur symbolisé là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les Genevois ? Les Genevois, ils relèvent en gros, je dirais culturellement, de l'ère culturelle française. Ils sont extrêmement positivistes dans leur démarche, donc ils vont faire varier les paramètres un par un, etc. etc. Donc ils vont faire une expérience avec 3 générateurs différents, 3 détecteurs différents. Ils vont chacun refaire séparément la même expérience sans se parler, afin de confronter leurs résultats. Et ils trouvent un truc inattendu. Ils trouvent que, en fait, la longueur d'onde qu'on mesure, elle n'a rien à voir avec le générateur. La longueur d'onde est corrélée à la fréquence propre du détecteur. Alors ça, c'est très très troublant, parce que toute l'hypothèse de Hertz, c'est que vous avez une onde qui est émise par le générateur, elle est réfléchie, vous faites sa mesure et vous avez la vitesse. Et là, non. Si vous changez le générateur et que vous gardez le même détecteur, c'est toujours la même longueur d'onde, ce qui est a priori incompréhensible. Donc il publie ce résultat à Paris, bien sûr. Il y a à Paris un certain nombre d'Helmholtziens très hostiles à Maxwell qui en profitent pour présenter ça à l'Académie, et qui disent en substance, bon ben, qu'est-ce qu'a fait Hertz ? Qu'est-ce que signifie cette épreuve ? Ça ne signifie rien. Parce que soit le détecteur émet bien l'onde, et dans ce cas, on ne comprend pas pourquoi, quand on le change et qu'on garde le même détecteur, il y a quelque chose qui ne va fondamentalement pas. Cette expérience n'a aucun sens. On ne peut pas faire sens de cette expérience. D'accord ? Donc c'est un moment de grand trouble. Excusez-moi, je regarde. Ouais.
Alors, donc, à ce moment-là, si vous voulez, pendant environ 1 an, tout le débat porte sur qu'est-ce qu'a fait Hertz. Chacun refait son machin, chacun mesure aux différents endroits, change les détecteurs, change les générateurs, enfin, essaye de travailler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de cette chose extrêmement bizarre? Alors, lorsque le papier est publié, Hertz réagit. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, Hertz fait une note, il envoie dans une lettre à l'Académie, je pense à Paris ou au Genevois, je ne sais plus à qui il envoie la lettre, il dit « Votre point est juste. Vous avez raison. Et je le savais. » Donc il dit « Ça, c'est quelque chose que j'ai noté depuis le début. » Et c'est vrai, nous qui avons les carnets de laboratoire, on sait qu'il a vu ça avant. Mais Hertz est pragmatique, c'est-à-dire au fond, il se dit « Comme je ne sais pas exactement ce qui se passe, ce que je fais, c'est que un générateur comme le mien, il a sa fréquence propre, ce qu'on appelle la fréquence propre, c'est quelque chose qui lui est intrinsèque, si vous voulez, et le détecteur, il a une fréquence propre qui lui est intrinsèque. Eh bien, ce que je fais, je calcule la fréquence du générateur, sa fréquence propre, je calcule celle du détecteur, sa fréquence propre, et je construis un détecteur dont la fréquence propre est égale exactement à celui du détecteur. Comme ça, j'ai plus de problème. C'est-à-dire que ce qui était un problème, je l'ai momentanément mis entre parenthèses, et donc, je peux continuer à tenir mon interprétation. Vous voyez, c'est une réponse à la fois intelligente et qui permet de faire des mesures, parce que sinon on ne peut plus rien faire si on ne fait pas ça. Et donc, il dit au Genevois, bah, votre problème, c'est que vous avez varié tout ça, mais comme vous ne savez pas ce que vous faites varier, de toute façon, ça ne nous sert pas à grand-chose. Moi, j'avais simplement pris la précaution de prendre les mêmes fréquences propres des deux, et donc ça marchait très très bien. Bon. Alors, il n'empêche que ça ne résout pas le débat. Il y en a d'autres qui, évidemment, vous ne résolvez pas le problème. Vous le masquez, il y a un vrai problème, c'est pas la peine de le masquer, il existe quand même, vous voyez, il y a pour le débat, et là alors il est très très variable. Il y a des tas de... Alors le Poincaré, je n'ai pas le temps de le dire, par exemple, Poincaré va dire oui, mais dans l'expérience de Hertz, par exemple, je vais vous expliquer ce qui se passe, c'est que l'onde est émise, mais connaissant son détecteur qu'il nous a décrit, cette onde est amortie, c'est-à-dire que très très vite, vous voyez, quand vous mettez la pierre dans l'eau, l'intensité de l'onde s'estompe, puis à la fin on ne la voit plus. Mais ce que je peux vous démontrer, c'est que cette onde, elle est émise, et avant qu'elle revienne, elle est déjà amortie. Donc elle ne peut pas interférer. Donc c'est pour ça que ce qui se passe, c'est que l'onde, elle est émise, elle passe à travers le détecteur, qui réémet une onde, puisqu'il fait des étincelles, et celle-ci, je peux vous la calculer, elle n'est pas amortie aussi vite, 10 fois moins vite. Donc c'est elle qui interagit. Donc c'est pour ça que, vous voyez, qu'ils ont cru que c'était le détecteur qui comptait. Et c'est vrai, puisque l'autre, elle est amortie. Mais ça prouve que Hertz, il n'a pas complètement tort, puisque c'est bien la même qui est réémise. Bon, enfin voilà, vous avez des tas de discussions extrêmement compliquées. Mais, donc j'ai pas le temps de rentrer sur tous les détails, je passe sur toutes les réplications, les inventions, tout ce qui en découle en termes d'invention instrumentale, la manière dont il faut, mais j'arrive sur ce point. Ça, c'est extrêmement intéressant, ce point-là, c'est que Hertz, c'est que Poincaré, lui, c'est un théoricien, il avait fait une expérience, c'est pas son problème. Et il décide, ça doit être, si je me souviens bien, en 91, il fait son cours à la Sorbonne, et c'est un cours séminaire, hein, il fait un cours très avancé, Poincaré. Et cette année-là, il les fait sur les ondes électriques. Et donc, évidemment, il présente les travaux de Hertz. Mais comme Poincaré adore les calculs, au tableau, devant les étudiants, il refait le calcul que Hertz avait fait, qui calculait la fréquence propre du générateur, qui est important pour mesurer la vitesse. Il fait ce calcul au tableau, hop, et il ne trouve pas le résultat de Hertz. Donc il efface, il recommence, hop, il dit à ses étudiants, écoutez, je suis désolé, j'ai quelque chose qui ne va pas aujourd'hui, je reprends ce point la prochaine fois. Et la prochaine fois, il vient, il dit, ah non, c'est moi qui avais raison, monsieur Hertz s'est trompé. Monsieur Hertz a fait une erreur de calcul. C'est des choses qui arrivent, c'est tout con. Mais bon, il a fait une erreur de calcul. Évidemment, c'est dans l'article du siècle. C'est bête de faire l'erreur de calcul dans l'article du siècle. Il s'est trompé dans une calcul de capacité de sphère. Il a oublié une racine de 2 quelque part. Le truc bêta. Mais alors Poincaré fait la remarque suivante. À ce moment-là, ça devient extrêmement intéressant parce que si monsieur Hertz ne s'était pas trompé dans son calcul, il corrige. Il dit voilà la fréquence du générateur. Il a mesuré 10 mètres. En conséquence, maintenant que j'applique la bonne donnée, la vitesse de l'onde, c'est celle qu'il avait trouvée multipliée par racine de 2.
Et comme il avait trouvé juste la vitesse de la lumière, il trouve cette fois une vitesse de propagation qui est racine de 2, c'est-à-dire 1,5 fois à peu près, la vitesse de la lumière. Ce qui en théorie maxwellienne est impossible puisque c'est la vitesse limite maximale. Donc il dit, oh là là, mais alors ça devient pouvrement intéressant. Pour un théoricien comme moi, vous dites, on a du boulot pour longtemps, c'est bien. Bon, et donc il publie ça dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Ça fait, tout le monde vérifie, effectivement, Hertz s'est trompé. Bon, alors là, ça devient vraiment encore plus bizarre qu'avant. Et Hertz répond. Et il dit la même chose que la fois d'avant, je le savais. Alors là, c'est déjà beaucoup plus surprenant. Alors il ne dit pas je le savais depuis le début, non. Il dit je savais que je m'étais trompé depuis que un de mes collègues anglais, Lodge, un des maxwelliens, 3 mois ou 6 mois après la publication de l'article, lui envoie une petite lettre en lui disant « J'arrive pas à refaire votre démonstration, est-ce que vous pouvez me dire où je me trompe ?» Hertz prend, et il répond à Lodge en privé, c'est de la correspondance privée, « Je suis désolé, c'est moi qui me suis trompé, vous avez raison. » Et c'est tout. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que pour le maxwellien, voilà, normalement il aurait dû se dire « Merde, c'est con parce que cette fois, on n'a pas vérifié Maxwell, et c'est pas grave d'une certaine façon, il y a une erreur quelque part. » Une erreur, ça se corrige, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, mais c'est pas grave, le principe est bon. Hertz a vraiment prouvé Maxwell, même si la mesure est fautive. D'accord? Et donc, pour eux, ça reste une affaire entre eux. Mais évidemment, Poincaré, qui lui a d'autres agendas politiques dans cette affaire, politique scientifique, hein, j'entends pas politique au sens politicien du terme. Alors lui, par contre, il l'a mis sur la place publique. Donc une fois que c'est sur la place publique, je regarde l'heure, 26 minutes, c'est bon. Une fois qu'il l'a mis sur la place publique, c'est un problème public. Donc, et à ce moment-là, la réponse de Hertz à l'époque est très troublante. Il le savait, mais néanmoins, il n'en a pas rendu compte publiquement, ni le maxwellien d'ailleurs. C'était pas grave. Et je pense qu'il faut que nous prenions au sérieux ce n'est pas grave. D'accord? D'ailleurs, la plupart des gens qui vont défendre Hertz vont dire, écoutez, vous avez déjà essayé de faire une expérience comme Hertz? Vous avez déjà essayé? Là, ceux qui ont essayé savent que ça ne marche pas. D'accord? Ça ne marche pas. Il faut des années avant de réussir. Hertz, c'est un mec génial. Il a appris à faire ça, tout seul, et maintenant il sait faire. Donc, qu'il se soit tombé d'une racine de 2 qu'il ait mesuré 10 mètres au lieu de 14 mètres, c'était pas le bout du monde. D'accord? Alors, imaginons que nous soyons en 2014 et que quelqu'un publie ça. Là, le pauvre Hertz passe en jugement devant un comité d'éthique pour fraude. C'est évident. Vous imaginez quand même, il a trouvé exactement le bon chiffre en s'étant trompé d'une racine de 2. Hein? Si ça, c'est pas de la fraude, aujourd'hui, ce sera interprété de cette façon. À l'époque, personne ne pense ça. Il n'y a pas d'accusation de fraude, on est d'abord entre gentlemen, et personne ne pense que Hertz a truqué son truc. Simplement, ce que chacun réalise, et certains le disent quasiment explicitement, et c'est eux qui ont raison, c'est pas nos éthiciens d'aujourd'hui qui ont raison, c'est eux qui ont raison. En substance, écoutez, vous savez, faire une expérience, c'est arriver à stabiliser un phénomène. Hein. L'intrication qu'on a entre ce qu'on attend comme résultat et ce qu'on mesure, c'est pas simplement... personne n'est popérien. Les popériens, ça c'est du rêve. L'expérience, c'est pas un truc, vous branchez le machin, pouf, ça vous donne le résultat, il est enregistré, et c'est fini. L'expérience, c'est quelque chose qu'on fabrique, c'est quelque chose qu'on... C'est très long de faire une expérience, d'arriver. Il faut d'abord stabiliser la chose, il faut que ça marche, il faut que ce soit régulier. Et tout à l'heure, dans la discussion, je vous raconterai quand je travaillais au CERN une série de points extrêmement nets là-dessus. Les physiciens le savent très bien, ce qui les rend un petit peu schizophréniques, parce qu'ils tiennent quand même des discours de préau d'école et d'assemblée de distribution des prix à l'Académie, où là, on n'est pas popérien, mais dans la réalité, ils ne le sont pas et ils le savent. Dans tous les cas, personne ne pense que Hertz a fraudé ou quelque chose de ce genre. Mais, et je vais terminer là-dessus mon récit, à partir de ce moment-là, si vous voulez, l'Europe entière fait des expériences de Hertz. En 2 ans où personne ne s'est intéressé à cette affaire, pendant 1 an seulement les maxwelliens britanniques s'en occupent, plus nos 2 Genevois, il n'y a pas une réplication correcte avec des mesures avant 18 mois, sauf J.J. Thomson pour un point très particulier, mais alors 1 an plus tard, toute l'Europe fait ça. Tout le monde fait ça. C'est devenu le sujet. Et alors, comment se résout cette affaire? Parce qu'on pourrait dire, ah là, ils
ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord, ça a l'air complètement tordu cette affaire. Oui et non. C'est-à-dire que la chose qui est extrêmement frappante, c'est qu'avec mon ami Michel Athènes, avec qui j'ai écrit ce livre, quand vous faites un truc comme ça, en tant qu'historien, vous n'avez pas de source évidente, puisqu'il faut lire toutes les grandes revues du monde. Alors on en avait sélectionné 10, 3 revues allemandes, 3 revues anglaises, une revue américaine, une revue française, une revue italienne, puis vous dépouillez et vous tournez toutes les pages pendant des années. Dès que vous voyez un article qui parle de Hertz, vous le mettez dans votre pile, et à la fin vous avez une pile comme ça. Et dans cette pile, donc on a 30, 40, 50 expériences qui sont faites, avec mesure. Eh bien, si, imaginons qu'il y en ait 40. Les 40 disent exactement la même chose. Quelle que soit la technique, quels que soient les endroits où ils font les mesures, quelles que soient les hypothèses qu'ils ont faites, quels que soient les calculs qu'ils ont faits, tous, sans exception, tous, il n'y a pas une exception, concluent leur article en disant « J'ai fait cette fois la mesure définitive, tous distincts, et il y a bien une propagation d'onde, et elle se fait à la vitesse de la lumière. » Si je vous le dis comme ça, et alors vous pouvez avoir dans les notes, par contre je ne crois pas à la preuve de monsieur Machin, parce que lui, évidemment il fait sa mesure à cet endroit-là, donc il trouve la vitesse de la lumière, mais c'est un accident. Je veux dire, ça prouve rien. Mais comme tout le monde a le même script, tout le monde est d'accord. Vous comprenez qu'à la fois ils sont en désaccord et d'accord. Ils sont tous d'accord puisqu'ils partagent la même conclusion, que bon, on ne va pas continuer indéfiniment. L'appareil de Hertz est le prototype d'un générateur d'ondes, et ces ondes, elles vont à la vitesse de la lumière. D'accord? Ils sont tous d'accord là-dessus. Maintenant, ils ne sont pas d'accord sur qui a apporté la preuve. D'accord? Donc, mais vous comprenez bien qu'au fond, cette expérience se résout pour cette raison et deux autres que je vais vous donner tout de suite. Alors, la première raison donc, pour laquelle ça se... Il n'y a plus de controverse. Il n'y a plus de controverse puisque tout le monde est d'accord en étant en désaccord. Mais tout le monde est d'accord, c'est ça le point. Tout le monde a le même résultat, donc ça va. D'accord? Donc on peut continuer. Tout le monde l'a démontré pour lui-même, donc c'est bon. Ils sont tous convaincus. Ils partagent tous la même conviction, vous comprenez? Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça a conduit à une extraordinaire floraison instrumentale et technique. Et que donc maintenant, il y a des tas d'autres questions. On ne va pas passer sa vie à mesurer la vitesse. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la vitesse? Maintenant que tout le monde est d'accord, on fait autre chose. On fait de la diffraction, on fait des réseaux, on fait des équivalents de réseaux électriques qui diffractent les longueurs d'onde, on fait des choses absolument extraordinaires. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la nouveauté qui avance. Cette dimension d'attraction de la nouveauté, c'est très net chez les physiciens, assez net dans la plupart des milieux scientifiques, même chez nous. Nous sommes très attirés par les nouveautés sociologiques, les nouveautés historiques, les nouveautés d'instruments, etc. C'est ça qui nous entraîne, pour une large part. Mais là, c'est extrêmement net. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est tout ce qu'on fait avec. C'est pas la mesure elle-même. Donc, la mesure, elle disparaît comme question. Ça, c'est la deuxième raison. Tout le monde est d'accord sur la mesure, et en plus, elle disparaît des questions. Parce que c'est pas ça qui est important. C'est le développement technologique. Et évidemment, l'exemple absolu de ça, c'est que, en 1995, si mon souvenir est bon, il y a un dénommé un ingénieur italien qui s'appelle Marconi, qui lui a fait de ça un émetteur radio. D'accord? Qu'il est d'ailleurs en train de vendre à la marine anglaise. Et lui, personne ne saura ce qu'il y a dans ces boîtes. Ce sont des boîtes noires au sens précis du terme, ce sont des boîtes scellées, parce qu'il ne veut pas casser son brevet. Il ne prend pas de brevet. Vous comprenez? Il a une stratégie qui n'est pas une stratégie de brevet, qui est une stratégie de boîte noire. Donc il dit voilà, moi j'ai un système qui marche. Alors vous l'achetez, vous ne l'achetez pas, faites comme vous voulez. Si vous ne le voulez pas, vous la marine anglaise, je le vends à quelqu'un d'autre. Hein. Vous voulez voir si ça marche? Allez. Mon assistant, il monte avec une des boîtes sur un bateau, vous emmenez ce bateau à 10 km, d'accord? Il n'y a que lui qui touche à la boîte et au truc, d'accord? Moi je suis sur le quai et avec des officiers de marine là-bas. Donc un officier de marine va me dire le message. Hein, alors tout le monde sait, les fraises seront roses demain matin. Les fraises seront roses demain matin. Et sur le bateau, hein, il voit le rose et il m'a dit les fraises seront roses demain matin. Ça marche. On a bien la transmission d'un message par des ondes radio, des ondes électriques.
D'accord? Donc à partir de ce moment-là, vous comprenez la vitesse, etc. C'est tout à fait charmant, mais on a d'autres préoccupations dans la vie. Voilà, ça c'est la fin de mon histoire. Alors on peut dire un certain nombre de commentaires à partir de ça. Il y en a des milliers, j'en ai retenu 4-5, et puis avec vous, nous verrons ceux qui vous intéressent, vous. 10 minutes, c'est impeccable. Effectivement, 9 minutes 48. Donc, alors, obtenir une preuve, c'est rarement quelque chose de simple, dans quelque champ que ce soit. Hein. Ce n'est pas un dévoilement, c'est largement une fabrication active d'une corrélation. C'est pas la même chose. Dire je fabrique activement une corrélation et dire j'ai dévoilé la nature, c'est pas les mêmes métaphores, c'est ça. Donc, et obtenir un bon résultat, c'est-à-dire qu'il résiste à la contestation, ça demande de le travailler. Ça demande beaucoup de temps. Il n'y a pas d'évidence de la donnée. La donnée est hautement produite. D'accord? Et dans un système expérimental, il faut le stabiliser, il faut qu'il donne dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ceci, c'est toujours long, c'est toujours risqué. Et ce n'est jamais waterproof. Ensuite, autre remarque, dans nos champs à nous, mais ce n'est pas vrai dans tous les champs, mais ça peut l'être plus ou moins. Si vous pensez au changement climatique, on aura des choses de cet ordre. C'est que la preuve se présente souvent comme l'adéquation d'un faire pratique et d'un développement théorique ou d'une attente théorique. Et si vous êtes convaincu de ça, alors faire que vous en convaincrez les autres n'est pas trivial. Il va falloir déployer non seulement, il ne va pas seulement suffire que vous vous convainquiez vous, mais il va falloir déployer toute une série de stratégies de conviction qui peuvent être des stratégies de preuve, des stratégies d'exposition d'instruments, des publications de données, des logiciels, tout ce que vous voulez maintenant, mais c'est un travail long. Et il n'est pas garanti. La raison, c'est que les preuves, elles suscitent toujours, et c'est à peu près jamais qu'on a une preuve, sauf les preuves qui ne sont lues par personne. Vous savez que 98% des articles ne sont lus par personne. Sauf les vôtres. Les vôtres, je me remarquais qu'ils étaient extrêmement lus. Mais pour la plupart des autres, les 98% de vos publications ne sont lues par personne. Dans ce cas-là, il n'y a pas de contestation. Hein, nous sommes bien d'accord. Mais dans les 2%, non, là j'exagère parce que ces 98% n'ont pas de citation ou au maximum 2 citations. Donc, ça vaut quand même 2 qui ont fait semblant de vous avoir lu, au moins. Peut-être vos amis, vos étudiants, enfin bon. On se cite soi-même en fin de minute. Et vous pouvez me citer vous-même, ça doit être ça la raison fondamentale. Donc, mais si c'est un truc qui importe, à ce moment-là, toute une série de gens s'en mêlent, et c'est jamais sans contestation. Alors, je le résume ici en prenant un vocabulaire physicien très très classique. Ne soyez pas surpris si vous comprenez que l'objectif de tout travail scientifique, c'est de sortir un signal, en général faible, d'un bruit de fond extrêmement assourdissant, et il est rare que vous ayez qu'une lecture possible du phénomène. D'ailleurs, il suffit d'attendre que l'histoire passe un peu, et on verra bien que personne n'avait complètement raison, personne n'avait complètement tort, c'est toujours qu'ils avaient regardé qu'un bout de l'histoire. Hein. Bon, ça n'a rien de très surprenant, on ne va pas passer sa vie là-dessus, c'est trivial. Autre chose qui est intéressant, on le voit bien sur cette affaire, il y a à peu près personne qui a refait l'expérience de Hertz initiale, strictement parlant. Mais ça n'a aucun intérêt. Dans les milieux scientifiques, y compris dans les nôtres, si vous vérifiez ce que a dit M. X, vous y gagnez rien en termes de renommée, en termes de prestige, en termes de pouvoir symbolique, et puis donc en termes de revenus financiers, de postes, etc. Donc refaire ce que quelqu'un a fait n'a aucun intérêt, personne ne fait ça. D'accord? Contrairement à ce qu'une imagerie classique pourrait dire. En fait, chacun, en fonction de ce qu'il sait très bien faire, adapte cette affaire pour regarder quelque chose de particulier. C'est ça la logique. Donc on n'aurait pas quelque part des questions, puis tout le monde se précipite sur la question. On a eu la métaphore de l'avancée des savoirs, surtout dans des champs très différents disciplinairement, c'est que ça avance dans toutes les directions à la fois, et qu'il y a de temps en temps des gens qui essayent de connecter ces choses entre elles, mais le front, c'est comme le front de la guerre de 14 entre Douvres et l'Alsace. Hein. Bon. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que toutes sortes de canaux sont utilisés pour faire valoir ces preuves.
publication d'articles dans les trucs savants, des démonstrations publiques et des shows médiatiques. Tout ça, alors là, on le voit bien dans cette affaire. Et je conclurai de façon générale par 2-3 petits points. L'importance de la pratique, du pouvoir de faire, des savoir-faire, de la nouveauté technique. Alors, j'entends technique dans un sens large. Ça peut être des technologies sociales, des technologies instrumentales, ça peut être des instruments de gouvernement. J'ai vu que vous aviez le mot tout à l'heure, etc. Hein, c'est très général. C'est pas forcément une technique au sens des physiciens. Hein. Est-ce qu'il y a des consensus dans les communautés scientifiques? Ça me semble une question de faible intérêt parce que, au total, c'est qu'on fasse comme si on était d'accord, hein, ou du moins on ne soulève pas le désaccord. On va dire que les communautés, si on admet que lorsque le désaccord n'est pas public, alors elles sont d'accord, alors ils sont d'accord. Mais ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, ça veut simplement dire que personne n'a exprimé le désaccord. En fait, il n'y a pas une vision homogène nulle part. Alors, encore plus dans les trucs interdisciplinaires, ce qu'on doit essayer de comprendre, c'est fabriquer des pigeons qui permettent un peu de communiquer et de faire qu'on ait un minimum de compréhension réciproque. Si on a déjà ça, c'est déjà beaucoup. Il n'y a rien d'autre dans l'interdisciplinarité que ça. Et puis, on est toujours dans des situations comme je vous ai décrites. On est d'accord, tout en n'étant pas d'accord. Et l'important dans les sciences, c'est l'oubli. Voilà, merci. 41 minutes de retard. Merci beaucoup Dominique de cette intervention. Donc l'important c'est l'oubli, on retient. Quoi? Et donc je suis sûre que ton exposé va susciter de nombreuses réactions et qu'en t'écoutant, beaucoup sont ceux qui comme moi ont transposé dans leur univers et tout ce que tu nous racontais et ça a fait écho à des tas de choses qu'on connaît, qu'on vit au quotidien, enfin, qui à la fois évidemment se manifestent dans des champs disciplinaires qui ne sont pas celui que tu évoquais, et puis qui sont tout à fait contemporains, qui ressemblent tellement à nos pratiques. Donc je ne sais pas qui a des questions, donc sachant peut-être pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, que la discussion va avoir lieu en 2 temps. Donc là, le premier temps de questions concerne vraiment l'intervention de Dominique. En attendant que vous réfléchissiez, donc je vous ai amené ça, comme ça on va le faire circuler. Donc, je vous ai amené Bon Point Presse, le petit bouquin qu'on avait fait avec Michel sur Hertz, donc vous avez le détail là-dedans, l'histoire. Une introduction que j'avais fait au Science Studies, qui est une introduction à ces réflexions sur les sciences. J'ai amené le bouquin que eux viennent de sortir, qui est dans la même collection, ce qui est une introduction à l'histoire environnementale. Et puis ici, c'est le dernier de mes bouquins qui vient de sortir, qui s'appelle Gouverner le progrès et gouverner ses dégâts depuis 1945. Donc là-dedans, ça parle de sustainability, entre autres. Celui-là, il n'est pas encore en librairie, il le sera à partir du 8 novembre. C'est une sortie, il y en a 3 de sorties pour l'instant. Bon, moi je n'ai pas la question, c'est juste...